Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Par exemple, une pratique que je vois souvent, c'est se lancer un peu tête baissée dans un recrutement sans avoir pris le temps de faire la job scorecard. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Judith, comment vas-tu ? Ça va bien, merci, et toi ? Eh ben écoute, ça va très bien. Ça serait peu dire que je ne suis vraiment très content de lancer ce premier épisode du nouveau podcast de Yaniro avec toi. J'ai découvert, là en échangeant un petit peu en introduction, que tu avais hérité du surnom de la marraine de l'écosystème RH Startup français. Oui, c'est vrai, on m'a dit ça une fois, j'étais plutôt flattée. Je t'expliquerai pourquoi peut-être tout à l'heure. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation donc, pour le podcast du Human Factor de Yaniro. Là, on a la chance d'enregistrer chez toi, donc vous ne pouvez pas le voir, mais c'est très cosy. On a un petit café, il y a un chien adorable qui est à ma gauche, donc qui participera peut-être au podcast. Donc là, actuellement... on parle de ce côté très marraine des startups sur la partie RH. Actuellement, tu es la HR et Talent Manager de Founders Factory et c'est un modèle d'accompagnement des startups parce que donc, la Founders Factory, c'est un startup studio, un accélérateur de startups qui ressemble beaucoup à beaucoup de choses que tu as fait dans ta vie professionnelle, à savoir être en position d'accompagner des startups sur les pratiques RH pour se structurer dans des moments où elles en ont besoin. Donc, tu faisais ça chez First avant. Et tu peux nous en dire deux mots ? Oui, exactement. Alors avant, j'étais chez First. Donc First, c'est un VC qui investit dans les startups tech. On investit notamment en seed et en series A. En tant que head of talent, mon job était d'accompagner l'ensemble des boîtes du portefeuille dans leurs problématiques RH et dans leur recrutement. Donc dans le portefeuille de First, il y a des boîtes qu'on connaît bien, comme Payfit, Comet, Doctrine, Shipeo, Okin, Octoly. Voilà, donc j'avais une dizaine de boîtes que j'ai pu accompagner sur l'ensemble de ces sujets. C'était à 50% du recrutement et à 50% tout un ensemble de sujets RH, que ce soit du coaching managérial, de l'accompagnement sur le droit social, de l'accompagnement sur les bonnes pratiques en termes de rémunération, des gestions de performance, etc. Et là, chez Founders Factory, donc, à la fois, j'ai ce même rôle donc, pour les boîtes du portefeuille et je suis également RH pour notre petite équipe d'une petite vingtaine de personnes. Donc là, j'ai fait tout le setup RH pour Founders Factory et également le recrutement pour notre équipe. Et ce qu'on peut rajouter à ce joli tableau, c'est que tu as lancé un groupe qui est très actif de partage de pratiques RH. Ouais, exactement. Donc, quand j'étais chez First, on avait donc une petite communauté sur Slack qu'on avait appelée First Talent, comme First le nom du VC. Et donc, c'était tous les Head of Talent du portefeuille que j'avais recrutés d'ailleurs pour quelques-uns d'entre eux, quelques-uns et quelques-unes. Et après, on avait décidé d'élargir la communauté parce que ça marchait tellement bien. On faisait aussi beaucoup de workshops, de partage de contenu. On s'était dit que c'était dommage de faire ça qu'entre nous et que tout le monde avait beaucoup à y gagner d'élargir la communauté. Cette communauté, elle a grandi. Donc maintenant, on est quasiment 150 personnes sur ce Slack et qui est très actif. Et je dois dire que cette année, avec la crise Covid, on était particulièrement actifs. Et ouais, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et j'ai des très très bons retours de la part des RH qui me disent souvent qu'ils ne sauraient plus faire sans. Bon, voilà. Et c'est vrai que cette approche, nous, elle nous parle beaucoup et c'est un peu l'ambition qu'on a avec ce nouveau podcast. On considère qu'une des meilleures manières de se former en continu, d'avancer en continu, de se sentir soutenu dans les métiers start-up, c'est très simplement d'aller voir les pairs dans d'autres boîtes et de leur poser des questions comme on pourrait faire dans un petit café, dans un petit déj, leur dire bah voilà, toi, les grilles de REM, comment tu fais ? Et puis alors nous, l'onboarding, on a fait ci, on a fait ça, on a essayé ça, ça n'a pas bien marché. Et en fait, c'est exactement ce qu'on va essayer de faire avec ce podcast. Là, moi, j'ai la chance de prendre un café avec toi et donc on enregistre, comme ça servira à tous les autres.
autres. Juste pour me faire une petite idée, à vue de nez, tu dirais que tu as accompagné combien de startups à peu près dans tes différents postes? Vraiment d'avoir pris du temps hands-on ou hands-off sur des dossiers RH de startups? Alors là, pas mal, parce que même si chez First, il y avait une dizaine de boîtes avec lesquelles je travaillais, juste avant, donc, parce que First à la base c'était Otium, Otium, donc il y avait Otium Brands, Otium Venture est devenu First, Otium Brands est devenu Utopia, et sur Otium Brands qui est devenu Utopia, on avait d'autres boîtes, on avait Merci Andy, Apic, La Beauté, Oh My Cream, Feed, que tu connais peut-être, qui sont aussi des très belles boîtes côté plus consumer B2C. Donc c'est des boîtes que j'ai accompagnées également. Donc il y avait peut-être une dizaine de boîtes que j'ai accompagnées côté Utopia, une dizaine de boîtes chez First. Et là, ouais, je dirais 25 startups environ. Ouais. Entre 25, un peu, le minimum. Sans compter toutes les boîtes qui ont fait appel à moi à un moment donné parce qu'ils pensaient qu'ils pensaient pas que j'avais l'exclusivité avec le portefeuille de First et qui m'appelaient pour me dire moi, ce que tu fais avec PFIT et Doctrine, j'aimerais bien que tu le fasses avec nous. Comment on fait? Je dis non, je travaille pour le VC, je suis pas consultante, mais on voyait qu'il y avait un vrai besoin en tout cas. Alors du coup, l'idée de cet épisode, dans ce fameux café qu'on boit ensemble, ça va être de se pencher sur toi, dans les différentes boîtes que tu as accompagnées, dans les différentes problématiques que tu as vues dans différentes boîtes ou ce qui se passe sur le groupe, d'avoir ton avis un peu sur des fondamentaux RH sur lesquels il faut se pencher quand la boîte commence à grossir, sur des bottes secrètes quelque part qui existent dans certaines boîtes. Voilà, vraiment de faire un petit tour sur les stratégies et chantiers RH qui permettent à des startups de bien se structurer, de surperformer, et de faire un peu du facteur humain, un levier de performance, de réussite, un endroit dans lequel il fait bon travailler, plutôt que de le laisser un peu au hasard, ce qui peut malheureusement arriver. On y va ? Oui, avec plaisir. Et alors, la première question, elle est très simple. Dans tout ce que tu as vu, c'est quoi pour toi les fondamentaux RH d'une startup qui doit se structurer? Par quoi on commence? Alors, moi, je trouve ce qui est déjà super important, on n'avait pas parlé ensemble pendant notre café tout à l'heure, mais j'y pense maintenant, c'est les process de recrutement. Parce que souvent, en réalité, quand j'arrivais dans les startups, je me rendais compte que les process de recrutement étaient pas si structurés que ça, que même s'ils connaissaient bien la théorie sur le sujet, qu'ils avaient tous lu The A Method for Hiring, qui si vous l'avez pas lu, je vous le conseille. En réalité, par manque de temps et parfois par souci de rapidité, ils appliquaient pas la méthode by the book. Et même si je dis pas qu'il faut appliquer la méthode by the book précisément, mais en tout cas avoir un process de recrutement structuré, travailler sur des job scorecards, évaluer sur la base des compétences les candidats et pas au feeling, poser les mêmes questions à tous les candidats, avoir des grilles d'évaluation qui se ressemblent. Je trouve ça super important. Et j'avoue que ça, c'est un sujet qui, moi, me tient énormément à cœur parce que je trouve qu'il y a peu de structuration des méthodes de recrutement dans les startups encore actuellement, même s'ils sont conscients qu'ils doivent le faire. Et je pense que c'est vraiment un facteur clé de succès. D'accord, donc s'il y a des personnes qui nous écoutent à l'heure actuelle, qui se posent la question et qui peuvent témoigner un peu coupables de ça, ce que je comprends, c'est que sur la partie recrutement, si la structure existe et s'il y a eu beaucoup d'encensement du côté de la méthode Who, etc., c'est pas pour rien, et que toi, avec un œil extérieur, tu as vu se répéter dans des startups le côté de c'est pas si structuré de ça, il y a trop de place au feeling, et que par défaut, il vaut mieux être vraiment dans suivre la méthode Who, quitte à ce que ce soit un petit peu pas très naturel, versus laisser flotter le process, quoi. Ouais, exactement. Après, j'ai fait pour si ça t'intéresse d'ailleurs, et si ça intéresse les personnes qui écoutent ce podcast, j'ai fait une méthode un petit peu plus simplifiée que la méthode Who, que je partage avec les startups. Mais concrètement, par exemple, une pratique que je vois souvent, c'est se lancer un peu tête baissée dans un recrutement sans avoir pris le temps de faire la job scorecard. C'est clairement une mauvaise pratique parce que tu vas te lancer sur un besoin qui n'est pas forcément le bon. Après, derrière, tu sais pas tellement comment évaluer les candidats. C'est là justement où tu vas laisser la place au biais inconscient et que tu vas évaluer les candidats sur une base de feeling, ce qui n'est pas du tout la bonne méthode d'évaluation. Donc la première étape, c'est déjà se réunir en équipe et travailler sur une job scorecard avec c'est quoi le job, c'est quoi la mission, c'est avec quoi les différentes missions et comment est-ce qu'on évalue quelles sont les compétences dont on a besoin et
comment est-ce qu'on évalue ses compétences? Alors, ça peut être par des tests, ça peut être par des questions. Et les questions qu'on pose, c'est des questions d'entretien structuré. Donc, des questions, pareil, il y a une façon de poser ces questions-là. Hein. C'est pas des questions fermées. C'est des questions qui vont demander au candidat d'aller sur du factuel et qui va vous permettre d'évaluer, en fait, vraiment très objectivement, en tout cas le plus objectivement possible, les compétences qui sont requises pour le job. Et se baser sur cette job scorecard-là pour évaluer tous les candidats de la même façon. Et ça, c'est des trucs, ça paraît un petit peu, un peu formel comme façon de faire, mais en réalité, c'est la meilleure manière de faire pour un recrutement efficace, puisqu'avoir des entretiens en mode chit-chat et poser des questions qui vous viennent à l'esprit au fur et à mesure de la conversation, c'est quasiment équivalent à recruter de façon aléatoire, quoi. Ça n'a aucune valeur, en fait. Et les tests, pareil, super important de faire des tests. Et c'est pas uniquement pour les tests techniques de dev, c'est sur une fois, j'ai dit à une startup, si ton besoin pour un community manager ou un content manager, c'est que la personne sache bien écrire et fasse pas de faute d'orthographe, ben tu le fais écrire et tu lui fais faire, je sais pas, par exemple un communiqué de presse sur un truc ou un contenu sur un truc, tu le laisses une demi-heure avec un ordinateur et tu regardes ce qu'il a écrit, ce qu'il ou elle a écrit, hyper important. Donc ça va, ou alors la maîtrise d'Excel, pareil, tu fais des petits tests sur Excel, tu prévois ça avant, si c'est vraiment un must-have, et ensuite tu te trompes pas, parce qu'après le coût du recrutement est important, et surtout quand il doit faire partir quelqu'un en période d'essai ou bien faire partir quelqu'un plus tard d'ailleurs, ça a un coût également. Donc autant je trouve se mettre tous d'accord sur un process de recrutement qui soit efficace avant même de se lancer dans un recrutement. Et quand tu dis se mettre tous d'accord, dans ton expérience, dans les belles startups que tu as vues, est-ce que tu dirais qu'on est toujours plus ou moins sur un dérivé de la méthode Who, ou qu'il y a vraiment des process qui sont encore plus sur mesure, etc. Non, je dirais que souvent en fait on se réveille un peu tard sur justement la formalisation des process de recrutement, et que c'est oui, pareil, les boîtes qui se mettent à structurer leur process de recrutement se basent sur la méthode Who. Après, c'est pas, comme je disais, c'est pas complètement by the book, parce que faut aussi savoir être un peu souple par rapport à la méthode. Mais en tout cas, oui, c'est le grand principe des job scorecards, d'entretien structuré, de prise de référence à la fin du process, etc. Enfin, en tout cas, les grands principes de la méthode Who. Ouais. Donc là, sur cette première partie des fondamentaux, je reformule un peu, c'est mon job. Est-ce que tu dirais que là, quelqu'un qui se pose un peu la question, la première chose qu'on pourrait lui dire, c'est déjà lis la méthode Who, applique-le plus ou moins vraiment. Tu pourras nous donner peut-être le lien de ton outil, et faites ça, quoi. Et après, faites-le évoluer à partir de là éventuellement, mais faites ça, il vaut mieux être trop structuré que pas assez, quoi. Ouais, exactement. Enfin, je pense que c'est vraiment super important. C'est un gage de qualité aussi dans l'expérience des candidats, je trouve. L'expérience candidat, les candidats, ils sentent bien quand ils sont pas... quand le process n'est pas structuré, s'ils ne savent pas trop quelle va être la suite du process, si les questions qui leur sont posées sont un petit peu dérivées du job en question, etc. Ça, c'est des choses que les candidats peuvent ressentir aussi. Donc avoir quelque chose qui est très carré, où on leur explique dès le départ, le process ça va être sur, je sais pas, 5 entretiens, ce qui est déjà beaucoup entre parenthèses. Tu vas faire, la méthode où ils adorent les entretiens. Ouais, t'as des entretiens téléphoniques, les entretiens. Voilà, quel va être l'objectif de chaque entretien. Tu vas faire tel test, et puis on se donne tel délai. Enfin, je trouve que c'est très rassurant en tant que candidat d'avoir cette visibilité. Et alors, c'est ma dernière question sur le recrutement, comme ça on voit les autres fondamentaux. À quel point, selon toi, il faut faire varier le niveau et le processus plutôt de recrutement selon que tu recrutes un stagiaire ou un très haut profil? Qu'est-ce que tu veux dire sur varier le processus ? Ma question, c'est est-ce que, selon toi, la bonne pratique, c'est quand on a un process, on s'y tient, et globalement, que ce soit un profil A ou B dans la boîte, on s'astreint à avoir la même... Le côté systématique à chaque fois du process de toutes les étapes, ou est-ce qu'il y a du mou en disant voilà, si c'est un stagiaire ou une stagiaire, on peut y aller un petit peu plus en moins d'entretien parce que c'est beaucoup de temps, et sur un très très haut profil, il faut aller encore plus loin, encore plus d'assessment center, des choses comme ça, quoi. Ok, alors
Oui, effectivement, ça va un peu changer. Il va y avoir des choses qui vont changer. Typiquement, moi, pour les stagiaires, le nombre d'entretiens va être réduit. On va se limiter à 2 entretiens. En revanche, on va pas se passer de tests si c'est nécessaire. Tu vois, typiquement, on parlait tout à l'heure, je donnais l'exemple de l'orthographe. Tu as fait des stagiaires qui vont être amenés à rédiger du contenu, etc. Et donc, si c'est un must-have, encore une fois, il faut la tester là où le tester sur le sujet. Après, sur des profils plus C-level, tu vas avoir non seulement un peu plus d'entretien, parce qu'en plus, c'est important, je pense, pour les candidats à un certain niveau de poste, de rencontrer l'ensemble. L'ensemble des interlocuteurs, par exemple au sein d'une équipe dirigeante, je trouve ça important. Ils vont peut-être aussi avoir envie de rencontrer les VC pour avoir une vision un peu plus stratégique de la boîte, avoir un autre point de vue aussi sur l'ambition de la boîte, la vision, etc. Et puis, tu vas leur demander des tests un peu différents. Ça va être moins opérationnel comme pour un stagiaire, mais ça va être plus des choses du type, ça va être quoi ta roadmap sur les 3 premiers mois, ou bien, oui, en tout cas, dans cet esprit-là, des choses plus stratégiques sous forme de présentation finale par exemple à un codir. Enfin, voilà, c'est des choses un peu différentes, mais l'esprit est le même en réalité. Ça va être des entretiens structurés, un process qui est le même pour tous les candidats et qui est défini dès le départ. La scorecard, etc. La scorecard, etc. Ouais, c'est la même chose. Puis je dis c'est d'autant plus nécessaire de le faire sur des profils pour le coup C-level, puisqu'il le coût est d'autant plus important quand on se trompe. Ok. Alors, on passe au deuxième fondamental. Qu'est-ce que ce serait selon toi? Donc là, allez, on a fait bien notre boulot, on a structuré le process de recrutement, ça s'est fait un peu dans la sueur et les larmes, mais on y est arrivé. Next in line. Alors moi, un sujet qui me tient énormément à cœur aussi, c'est la formation des managers. Quand je suis arrivée chez First, les boîtes étaient encore assez jeunes, avec en moyenne entre 10 et 50 personnes dans les effectifs. Et quand je faisais un peu le tour des boîtes et que je rencontrais les managers, je me rendais compte souvent c'était des jeunes managers qui avaient évolué parce qu'ils étaient bons dans leur métier, mais pour la plupart qui n'avaient pas forcément eu d'expérience avant celle-ci, pas forcément d'expérience comme moi j'ai pu avoir d'ailleurs en grand groupe en fait, où en grand groupe, on peut être formé sur du management, ou deux, en fait, on a pu voir aussi ce qui se passait dans les pratiques de management, ou bien même au niveau des pratiques RH sur la gestion de la performance, par exemple, la fixation d'objectifs, ou en tout cas une petite culture on a une petite culture sur le sujet. Donc des personnes qui n'avaient pas du tout de culture sur le sujet et qui avaient vraiment envie de savoir faire mieux. Et parce que aussi, ils se rendaient compte que leurs équipes grossissaient. Quand on a des boîtes qui scalent assez vite, tu deviens manager, tu es lead d'une petite équipe, puis après, pof, tu te retrouves head of et tu as genre 10 personnes en dessous de toi, et d'un coup... l'enjeu est un peu différent. Ils n'avaient pas forcément les réponses à leurs questions. Les head of talent n'arrivent pas dès le début, donc ils n'avaient pas d'ailleurs forcément de head of talent pour être en backup. Et puis les head of talent ne sont pas là non plus pour former. C'est pas leur métier de former les managers. Tu peux être là en soutien post-formation pour faire du coaching managérial, mais la formation en tant que telle, c'est un métier, tu le sais mieux que moi. Donc, un des premiers trucs qu'on avait fait, c'est qu'on avait organisé du formation management au niveau du portefeuille, avec les boîtes du portefeuille, pour à la fois les codires, les fondeurs et leurs équipes directes, et aussi pour les managers de proximité. Donc on avait un programme manager de proximité et first time manager, et un programme plus de manager expérimenté, même si parfois les managers expérimentés étaient first time manager aussi. Quand tu as des très jeunes fondeurs, ils n'ont pas d'expérience managériale. Quand tout le monde a 25 ans à la fin. Quand tout le monde a 25 ans, c'est ça. Mais c'est pas les mêmes enjeux quand même, parce qu'entre les fondeurs qui vont aussi avoir des enjeux de conduite du changement au niveau de l'entreprise, de communication de crise par exemple, de manager, ce qui est un peu différent que de manager d'équipe. Enfin, voilà, on avait fait deux programmes, et honnêtement on avait des NPS qui étaient proches de 99%, et j'étais super ravie de ça, et un vrai changement derrière aussi dans leur propre NPS en interne en fait, sur l'ambiance des équipes, les soucis de communication éventuels, et les besoins d'accompagnement aussi des équipes. Enfin, tout ça remontait. Il y avait des boîtes comme Payfit qui faisaient des enquêtes régulièrement en interne pour savoir quelles étaient les questions des collaborateurs, leurs besoins, leurs frustrations éventuelles, etc. Et du coup, un vrai impact hyper positif de ces formations management. Donc ça, pour moi, c'est un truc qui
est ultra important. Et je le vois là aussi dans mon Slack RH, les Head of Talent se posent beaucoup la question de formation management, qui sont les meilleurs formateurs au management adaptés aux startups, parce que tu vas pas prendre des formations Ségos avec inter-entreprise avec la Poste et la BNP, parce qu'en réalité c'est pas exactement les mêmes langages, c'est pas les Peter mêmes Drucker, process. c'est sympa, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Peter Drucker, c'est sympa, Voilà. mais ça pose les bases. Mais, ouais, voilà. Et alors, je suis évidemment, j'abonde totalement. Et moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est un process de recrutement qui fonctionne bien. Les KPI, entre guillemets, ils sont extrêmement clairs. Ça se voit parce que tu as moins de churn, tu as moins de turnover, il y a des gens qui sont meilleurs, enfin globalement ça élève le niveau de la team, etc. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est venu comme le premier pilier, parce que je dirais même que historiquement, en termes de culture, en start-up, on sait que le recrutement, c'est un sujet. Des fois, on le fait mal, mais on sait que de toute façon, à un moment donné, quand on est censé faire x2 en taille d'équipe régulièrement, va bien falloir qu'il y ait des talents qui rentrent. Exactement. Ouais. Les sujets de développement RH, en commençant par la formation des managers, à plus forte raison sur des soft skills, parce que c'est peut-être la plus importante des soft skills au sein d'une entreprise, mais c'est quand même effectivement dans le rang de quelque chose qui peut être entre guillemets passé sous silence si on ne fait pas attention. Comment tu mesures, toi qui as vu l'avant-après, à quoi ça ressemble l'impact d'une boîte qui est passée de le management, on fait ça un peu à la va comme je te pousse et au charisme des uns et des autres et on espère que ça va bien se passer, à non, à chaque fois qu'il y a des managers qui rentrent, on les forme bien et après, voilà, ça structure la boîte. Toi, c'est quoi l'impact d'une bonne formation des managers sur le développement de la boîte ? Ça se voit où ? Comme je te disais déjà, ça se voit aussi au niveau des retours des collaborateurs. Enfin, tu vois, tu me parlais de churn, c'est la même chose. C'est-à-dire, si t'as une mauvaise communication dans l'équipe, si t'as aucune visibilité sur tes résultats, l'évaluation de ta performance. Puis un certain nombre de sujets, si les crises sont mal gérées, si les conflits sont mal gérés, tout ça c'est aussi des rôles des managers, les gens vont partir en fait. Donc déjà tu vas avoir ça. Et puis probablement aussi les résultats économiques, enfin business. Tu vois, une équipe qui est bien managée. Alors là, je sais pas, j'ai en tête une équipe commerciale, tu vois, mais une équipe commerciale qui est bien managée, avec des objectifs clairs qui sont fixés, des feedbacks réguliers qui sont faits pour que les gens s'améliorent en continu, des conflits ou des problèmes qui sont résolus, etc. Les gens vont être plus performants in fine, et donc derrière tu vas avoir un impact direct sur ton business, sur ton chiffre d'affaires, etc. Alors je place un tout petit mot là-dessus parce que c'est une zone sur laquelle on est particulièrement sensible. C'est une grosse partie de notre métier, le développement RH en start-up. Pour sensibiliser peut-être les personnes qui nous écoutent, je vais le dire avec mes propres mots qui sont différents, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut réaliser. Le management, c'est comme tout, c'est une pratique, c'est une compétence, et une série de compétences plutôt. Et comme toutes les compétences, si on ne l'apprend pas, on ne se développe pas. On reste ceinture blanche, vaguement ceinture jaune. Et ça, je pense que c'est une erreur totale dans laquelle je suis tombé aussi. Alors là, il n'y a pas de jugement, de se dire le management, ça viendra en le faisant et c'est du bon sens, etc. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont très antinaturelles. On pourrait en parler des heures, mais tu vois, par exemple, donner un bon feedback, c'est pas très naturel du tout, c'est très codifié, et pourtant on en a besoin pour faire avancer la boîte. Et la deuxième chose, qui est peut-être très alarmante, mais que je trouve qu'on peut ne pas réaliser au démarrage en start-up, en général au bout d'un moment on se structure, c'est que virtuellement, c'est quasiment impossible que la boîte se développe plus vite que les gens qui en font partie. Et surtout les founders évidemment et les gens, les individus clés ont besoin de se développer aussi vite que la boîte, sinon ils deviennent les freins de leur boîte, ce qui est terrible. Et il y a une grosse partie des petites frictions qu'il peut y avoir entre les VC et les founders qui se retrouvent quelque part là-dedans. Donc on abonde complètement dans ce que tu dis, laissez pas ça au hasard, formez-vous et c'est simple quoi. Non, c'est clair, et je rajouterais aussi, tout à l'heure tu parlais de soft skills, t'as des soft skills dans le management, mais je trouve que le management en tant que tel, c'est pas un soft skill, c'est vraiment un métier en fait. Oui, c'est un métier. Et les managers, quand on est manager, j'en reviens à mon équipe commerciale, mais quand on est manager d'une équipe commerciale, on a deux métiers, on est à la fois commercial et manager, et le métier de manager, c'est pas non plus... En vrai, c'est pas donné à tout le monde n'a pas forcément l'envie de se développer sur le sujet, et
et les skills naturellement, et ça se développe les skills pour devenir manager. Et comme tu dis, il y a des méthodes, il y a des façons de faire, et c'est des choses qu'on apprend, et c'est pas du tout intuitif, quoi. Pas du tout. Moi, je fais une toute petite page d'auto-pub dans notre propre podcast, Vas-y. mais de la même manière qu'on pense qu'une bonne manière de se former en continu aux pratiques RH, c'est par exemple de suivre le podcast du Human Factor. On a lancé un autre podcast qui s'appelle My Own Leadership, qui interview des managers et des leaders, des founders de startups sur des pratiques managériales et leur métier de manager. Donc si vous voulez vous former en continu là-dessus, n'hésitez pas à écouter le podcast. Il y a plein de gens très bien, il n'y a pas que ici. Ok, donc là, on a formé les managers et on fait attention à les former en continu et on a structuré le process de recrutement. Il y a encore un autre fondamental dont on doit parler ? Moi, ce qui est super important pour moi, c'est aussi, je pense, c'est les grilles de REM. C'est un truc où les startups, ils pensent pas forcément au début. C'est-à-dire que ils rencontrent des candidats, ils proposent des rémunérations qui pensent assez intuitivement coller au marché. Et puis après, il y a d'autres candidats. Et après, la boîte commence à grossir. Et puis à un moment donné, il y a un head of talent qui arrive, qui met le nez là-dedans et qui se dit « Ouh là là, mais il y a des rémunérations un peu dans tous les sens. » Et puis, il y a pas de... Et puis là, il commence à y avoir des frustrations. Puis il y en a un qui dit « Ben moi, j'ai été embauché à temps. » Et l'autre qui était embauché à temps. Et moi, c'est aussi une conviction personnelle, c'est qu'il y a des personnes qui se sous-vendent, il y a des personnes qui n'osent pas négocier, et c'est pas forcément mal de pas savoir négocier. Enfin, je veux dire, pourquoi, enfin, c'est pas forcément une compétence dont tu as besoin dans le job. Une compétence dont tu as besoin pour le job. Néanmoins, ça peut vraiment poser problème pour la boîte si tu as des rémunérations dans tous les sens. Et je pense qu'avoir une forme de cohérence aussi dans les grilles de rémunération, c'est super important. Alors après, il y a des boîtes qui décident, parce que c'est culturel, ça fait partie de leurs valeurs, de rendre les grilles transparentes et dans le sens communiquer les salaires de tout le monde à toute la boîte. Ça, là-dessus, chacun se fait son idée. Moi, je pas forcément pour communiquer les salaires de tout le monde à toute la boîte. Néanmoins, rendre les grilles transparentes en disant bah, tu rentres chez nous sur tel type de poste. Déjà, on en revient au job scorecard et voilà ce qu'on attend de toi. Et voilà les fourchettes en fait de rémunération au sein desquelles tu vas pouvoir évoluer d'ailleurs chez nous, quoi, sur ce job-là. Je trouve ça hyper important. Et alors là, comment on fait ? Parce que recrutement, on a une bonne petite carte à jouer parce qu'il y a la méthode Who, on peut regarder, c'est quand même pas mal, c'est assez documenté. Former les managers, ok, il s'agit de trouver des très bons formateurs, etc. Mais peut-être que ceux qui nous écoutent pourront rejoindre ton groupe dans lequel ils peuvent échanger sur ce genre de sujet. Les grilles de recrutement, moi j'entends très bien... les grilles de RM, excuse-moi. J'imagine bien, effectivement, ça semble à l'écoute logique de se dire que c'est important, mais alors comment on fait ça ? Comment on crée une bonne grille de REM ? C'est quoi la bonne manière ? Est-ce qu'il y a des outils, des choses qui existent ? Ouais, alors déjà, tu as des pratiques marché qui consistent à créer des levels, donc des niveaux, mais on appelle ça level, on se base un peu sur ce que font les boîtes, notamment anglo-saxonnes, mais en fonction des postes, des familles de métiers. Et puis au sein de ces levels et familles de métiers, tu vas avoir des postes, du coup des entre guillemets unités de postes, tu vois. Donc, et à partir de là, c'est là où tu vas mettre tes fourchettes. Et donc les fourchettes, concrètement, tu regardes ce qui se passe sur le marché. Généralement, tu as de la data au sein de l'écosystème. On peut l'avoir soit avec les autres RH. Nous, l'année dernière, justement, quand j'étais chez First, ça avait été aussi un besoin des RH justement, d'avoir un benchmark. Il faut savoir que quand on est en grand groupe, par exemple, c'est des outils RH qu'on a super facilement parce que souvent, tu as des directions Comp & Ben qui travaillent avec des gros cabinets d'études de rémunération, des cabinets Comp & Ben qui eux-mêmes, c'est pas gratuit, mais te fournissent des études à la fois au niveau du marché, tout secteur confondu, de ton industrie, de la boîte, et pouvoir justement te permettre de construire tes grilles, quoi. Mais ça, on n'a pas trop en start-up parce qu'en fait, on n'a pas trop de grilles écosystème. Et quand tu passes par des gros cabinets de Comp & Ben, tu vas avoir des études qui sont faites par exemple sur les marchés tech, mais ça va inclure des très très grosses boîtes tech. Et donc, par exemple, si on parle du SaaS, tu vas être comparé à un Salesforce ou autre, tu vois. Et ce qui n'est pas forcément les mêmes grilles de rémunération pour plein de raisons en réalité. Du coup, l'année dernière, on avait lancé une étude de rémunération au niveau de l'écosystème.
Et on a eu pas mal de réponses. Donc ça, c'était intéressant, mais c'était fait de manière un peu artisanale, mais ça avait permis aussi au RH de pouvoir se situer et de pouvoir construire aussi leur grille de rémunération, ou en tout cas vérifier si ce qu'ils avaient fait était conforme à ce qui se passait sur le marché et si c'était réaliste, quoi. Et on va en parler tout à l'heure, je crois, parce que tu as une autre petite question pour moi, mais je connais quelqu'un de très bien qui va se lancer sur le sujet des études de rémunération dans l'écosystème tech, et pour fournir justement des outils RH sur les REM, comme le font les grands cabinets de Compenben ou grands groupes, quoi. Et il y a la grille, enfin la petite enquête que vous avez faite, elle est publique, elle est trouvable, on peut la mettre en description? Non, elle n'est pas publique. Après, je pourrais l'envoyer aux personnes qui le souhaitent. Après, c'est vraiment très artisanal et on s'était nous-mêmes heurtés en le faisant à des soucis du type, tu vois, sur certaines familles de métiers, on s'était rendu compte que c'était aussi difficilement comparable entre certains types de boîtes. Je donne un exemple. Le Customer Success, en SaaS, c'est très spécifique. Le Customer Success dans une boîte comme ManoMano, on avait mis une famille de métiers Customer Success, donc c'est service client. Les services clients chez ManoMano, c'est pas la même chose que le Customer Success chez Payfit. Et c'est très peu comparable en réalité. Donc on avait, et j'avais rajouté d'ailleurs dans les résultats de l'étude, toutes ces limites-là en fait sur certains métiers. Mais en réalité, ce qui était le plus comparable, c'était les devs. Parce qu'en fait, les devs, bon après tu mettais, on avait quand même des subtilités, on avait mis donc dev front, dev back, on avait aussi fait des distinguos sur certaines technos, parce que ça c'est important chez les devs, en fonction des technos, tu vas pas avoir la même valeur sur le marché. Mais après les fonctions support, c'était assez comparable aussi pour le coup. Mais pareil, les C-level, c'est difficilement comparable. On me demande souvent comment est-ce que tu rémunères, je sais pas, ton VP Product. Un VP Product. En fait, un VP Product, en fonction de. Tu es une boîte de 50 et tu l'appelles VP Product, ou tu es une boîte qui fait déjà 500 personnes et tu l'appelles VP Product, en fonction que tu es en SaaS, en Enterprise Software ou bien sur du web, ça va pas être la même chose en réalité. Et donc, tout ça, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Et moi, c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant de discuter avec des boîtes qui te ressemblent, tu vois, pour comparer les pratiques, qui te ressemblent vraiment, tu vois, sur à la fois le secteur d'activité, la taille de structure, et puis, voilà, je trouve que c'est aussi très bien qu'on commence à avoir dans l'écosystème des personnes qui se spécialisent sur le sujet et qui vont pouvoir apporter justement le côté très professionnel, comme on peut avoir sur les formations au management ou bien sur les process de recrutement, parce que c'est un peu un truc qui manque pour le moment. Ouais, c'est ça que j'ai l'impression de comprendre dans ce dont tu me parles, c'est que c'est très important, c'est un fondamental RH qu'il faut poser pour éviter la loi de la jungle. Et puis, alors une notion que moi j'aime beaucoup, que je trouve très vraie, de créer de la dette managériale. Parce que finalement, ça va te rattraper. En fait, si dans ta boîte, tu as créé des inégalités, ça te mettra à la figure à un moment donné ou à un autre. Mais qu'une fois qu'on a dit ça, on se met tous devant le fait que c'est pas simple. Il n'y a pas une réponse unique, une taille unique à tout ça. Donc faut structurer les choses, essayer de glaner de l'information à gauche, à droite, rencontrer ses pairs, des choses comme ça, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que il y a eu aussi à un moment donné une espèce de course sur les salaires, avec des salariés qui arrivaient en disant mais moi j'ai mon pote qui est chez Intel, il est payé tant, donc je veux pareil et tout. Et donc c'est pour ça aussi qu'à un moment, c'était ça l'idée de l'étude qu'on avait faite l'année dernière, c'était de se dire partageons nos data, partageons nos salaires. Et honnêtement, ça avait été assez incroyable, parce que du coup moi j'avais l'idée ce projet-là, et j'avais des boîtes qui faisaient même pas partie du portefeuille de First, qui m'avaient envoyé tous leurs fichiers de salaire, quoi. Tous leurs fichiers de salaire. Et donc du coup, évidemment, c'était ultra confidentiel, donc j'ai gardé ça. Même les autres participants n'avaient pas accès à ces données, et c'est moi qui m'étais occupé de data cruncher toutes ces données-là. Mais donc l'idée, c'était derrière, je pense qu'il y a un vrai besoin d'avoir des outils, et que les RH, les talents vont aussi être très prompts à partager leurs données pour pouvoir s'aider, en fait, s'entraider. Ça va un peu dans le sens aussi de notre communauté RH en réalité. C'est que des fois on est un peu seul dans son coin pour faire face à des sujets en fait auxquels tout le monde fait face dans son coin, et donc on est plus fort à plusieurs, et donc notamment sur ces sujets-là, comparons. Et puis l'idée, c'est pas derrière d'utiliser les données à mauvais escient en se disant tiens, mon concurrent il paye les longtemps, donc je vais mettre la fourchette du dessus. C'est pas ça, faut qu'on soit à faire. L'idée, c'est plus de créer des grilles à l'échelle de l'écosystème qui soient équitables et qui donnent aussi des bons outils pour les boîtes, quoi, encore une fois, comme les grands groupes le font à leur niveau, quoi.
Alors, on va arriver un peu vers l'atterrissage de cette discussion. C'est très important là, d'avoir pu partager ces trois fondamentaux. De toutes les boîtes que tu as vues, avant qu'on arrive vraiment aux questions de fin d'interview, est-ce qu'il y a une pratique RH qui est un peu exotique ou un fondamental qui était un fondamental pour la boîte mais que tu n'as pas beaucoup vu, enfin, un peu une silver bullet ou une botte secrète, enfin, quelque chose qui t'a particulièrement marqué, que tu as envie de nous partager là pour justement les auditeurs, les RH, les founders, mais peut-être les VC qui nous écoutent et qui ont envie de se poser les questions de comment est-ce qu'on peut créer des pratiques ou des chantiers RH qui font une vraie grosse différence auxquelles on ne penserait pas forcément. Après, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'innovation RH, etc. Des trucs un peu super exotiques. Je me méfie un peu. Je suis assez classique dans mon approche. Je pense que des fois. Alors plutôt qu'exotique, vraiment à fort impact, on va dire. Qu'est-ce qui a un impact qui est extraordinaire une fois que tu le mets en place tu vois, c'est un truc chez Comet, Comet donc, qui faisait partie du portefeuille First, et un truc qui marchait super bien et où moi, j'avais même des doutes au début. Il faisait, mais je me suis trompée, il faisait des journées d'immersion en fait en fin de process. C'était même 2 jours d'immersion. Il faisait 2 jours d'immersion avec les candidats en fin de process. Donc les candidats, ils devaient poser 2 jours pour venir au sein de Comet à la fin du processus de recrutement, alors qu'une offre n'avait pas encore été faite. Et il passait donc 2 jours avec les équipes. Il voyait un certain nombre de collaborateurs en interne. Il faisait des déj. C'était aussi l'occasion. Et c'était pas totalement aléatoire, ce truc-là. Hein. C'était organisé. Il y avait une personne qui s'occupait à la fois de ces journées d'immersion et à la fois de l'onboarding. Parce que pareil, l'onboarding était super bien cadré. Et je trouvais que ça avait un super impact parce qu'en réalité, 100% des offres étaient acceptées derrière. Et ça demandait aux candidats de se bouillir un peu dans le process de recrutement. Mais je trouve qu'en plus, ça donnait un vrai bel aperçu parce que tu as toujours ce côté où tu termines un process de recrutement, tu as rencontré plein de gens, mais tu n'as pas été dans le cœur de réacteur. Puis après, tu as ton préavis, tu attends un petit peu. Alors, si ta précédente boîte est sympa, ils vont te laisser partir au bout d'un mois. Puis ces gens-ci le sont un peu moins, c'est 3 mois. Et puis après, tu retrouves la boîte, mais tu vois, le lien, il est quand même pas encore super fort quoi, quand tu arrives dans la boîte. Alors que là, ces 2 journées d'immersion ont un impact hyper fort. Et ensuite, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait du pré-onboarding et du onboarding. Et le pré-onboarding, pareil, était super cadré. Donc, pendant ton pré-onboarding, tu avais au moins un event ou 2 avec les équipes, on t'envoyait de la doc, pour pas perdre le lien aussi avec le candidat. Et après, pareil, l'onboarding hyper structuré. Donc, il y avait une personne vraiment qui s'occupait de ça, en fait, hein, dont le job, c'était en grande partie, de s'occuper de ces journées d'immersion, de cette organisation-là, du pré-onboarding, de l'onboarding. Et on parlait tout à l'heure des process de recrutement, mais le recrutement, ça s'arrête pas à l'offre. Et ces sujets de à la fois faire en sorte que la personne ait une bonne vision de la culture de la boîte, puisse être en immersion pour se rendre compte de ce que c'est la vie chez Comet, ensuite ne pas lui lâcher la main pendant cette période de préavis chez son précédent employeur, continuer à communiquer avec lui ou avec elle et ensuite bien préparer son arrivée. Je trouvais que c'était une super pratique. Et j'ai vu très peu de boîtes, c'est la seule boîte que je connais qui va aussi loin sur ces pratiques-là. Alors ce qui est incroyable, alors j'avais jamais entendu parler de cette pratique et je la trouve assez enthousiasmante. En fait, c'est vraiment de refaire le pont entre le dernier chapitre de la partie recrutement et le premier chapitre de l'onboarding. C'est de dire il y a une expérience candidat qui va se transformer en expérience collaborateur et on prend soin de ça. Ouais, exactement. Incroyable. Écoute, je pense qu'on va arriver tranquillement à la fin de cette interview. On a des petites questions de fin d'interview qui sont assez classiques, mais qui sont assez importantes. Déjà, comment est-ce qu'on peut te contacter ? Il y a quelqu'un qui a envie d'en savoir plus, typiquement sur les outils qui ne sont pas publics et qui a envie de te contacter. C'est quoi le meilleur canal ? Alors, je te dirais bien mon compte LinkedIn, mais la petite anecdote de la journée, c'est que mon compte LinkedIn a été restreint ce matin, et donc ça c'est un peu bad news, mais on verra ce que ça donne. On prend le pari qu'au moment de l'épisode, on prend le pari qu'au moment de l'épisode, tout ira bien. Donc il y a mon compte LinkedIn, et sinon il y a mon mail que je pourrais te donner. On le mettra dans la description de l'épisode. Voilà, exactement, mon mail personnel. Et je réponds toujours, moi, pour le coup, quand on m'envoie des messages. Ensuite, parmi les ressources que tu utilises, quel livre, podcast ou blog tu recommanderais aux auditeurs ?
Alors, il y a un livre, tiens, regarde, il est juste derrière toi, que je t'avais sorti, que j'aime beaucoup. Alors, c'est en anglais, je suis pas sûre qu'il ait été traduit en français. C'est Rules de Laszlo Bock, qui était donc l'ancien DRH de Google. Et c'est un bouquin que j'adore. C'est un bouquin donc, qui était sur toutes les best practices RH de Google. Alors, je dis pas que Google est le référentiel absolu. Mais typiquement, tout à l'heure, on parlait de recrutement. Et il y a un passage que j'adore, en fait, où il écrit notamment que ça pourrait être très marrant de dire en entretien quelle est la chanson qui décrit le mieux ton éthique de travail, mais qu'en réalité, c'est ce genre de question qui va comment dire, activer tes biais, et que ça n'a jamais été prouvé que tu serais meilleur dans un job en ayant bien répondu à cette question. Et derrière, il explique un peu ce que j'expliquais tout à l'heure sur les process d'entretien, enfin les process de recrutement et l'importance d'avoir ces process de recrutement hyper structurés. Et moi, j'avais trouvé ça génial parce qu'il y a quelques années, je me souviens encore qu'on me demandait tout le temps, moi alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'exotique, puisqu'on parlait tout à l'heure d'exotisme en recrutement et tout. Et en fait, moi, j'étais toujours back to basics et je paraissais très, 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 très chiante. Mais et ce bouquin est génial à plus d'un titre. Pareil, il parle de gestion de perf, il parle de management. Et c'est un peu tout est basique RH, mais qui sont super importants. Et pour le coup, c'est partie des bouquins que moi je recommanderais à fond. Donc pareil, je te donnerai le lien si tu veux. Allez, avec grand plaisir. Et alors, je réagis sur ce que tu viens de dire. À bien des égards, je pense qu'un biais qui existe dans l'écosystème startup et innovation en général, et c'est normal, il faut juste en avoir conscience, c'est qu'on se dit que parce qu'on apporte quelque chose de nouveau dans un produit, un service ou quoi que ce soit d'autre, il faut innover partout. Alors que dans beaucoup de cas de figure, il y a des choses extrêmement bien qui existent, il y a des gens très intelligents et très experts de leur sujet qui ont construit des choses impeccables, et utilisons-les. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais je pense qu'on en revient un peu quand même. C'est vrai. Et c'est une bonne chose. Alors, ma question préférée, tu la connais, c'est vraiment l'ADN de ce podcast dans cette question. Qui nommes-tu pour le prochain épisode du podcast ? C'est qui le ou la RH de startup qui t'impressionne le plus, que tu as envie de voir passer derrière le micro à ta place ? Alors, franchement, sans hésitation, et j'espère qu'il sera OK, c'est Virgile Ringard, donc, qui est actuellement le Head of Talent de Comet, et qui va partir vers de nouvelles aventures entrepreneuriales dont il te parlera mieux que moi. Et c'est quelqu'un que j'avais recruté chez Comet quand il était à l'époque chez Criteo. C'est lui notamment qui a mis en place tout ce dont j'ai parlé sur certaines pratiques chez Comet, certaines pratiques innovantes RH. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi pour ses qualités humaines, et qui est pour le coup vraiment pour moi un exemple et un modèle RH à suivre. Et voilà. Alors, c'est quoi la question que tu veux que je lui pose ? S'il accepte, il acceptera ou pas, mais... S'il accepterait de bosser avec moi un jour. Très bien, le message sera passé. Écoute Judith, je te remercie beaucoup pour ton temps, et je te dis à très vite, à bientôt. À très vite, merci beaucoup Alexis. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain épisode.